et saucisson Henri Raffin. Charcuterie familiale depuis 1937. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Il est presque 19h et ce dimanche, dans le Journal des Alpes, nous nous intéresserons aux avions des neiges. Des avions qui permettent de rapatrier chaque année les skieurs belges malchanceux qui se sont blessés ski au pied dans nos massifs. Un vol depuis l'aéroport de Grenoble jusqu'à celui de Bruxelles. Eux, c'est dans une voiture mythique, la 4L, qu'ils s'apprêtent à vivre un périple de près de 2 semaines. Demain matin, Morgane et Raphaël, deux jeunes isérois, s'élanceront depuis Grenoble, cap sur le Maroc, 6000 km en tout. C'est le défi qui les attend, celui du 4L Trophy. Et puis des défis et du sport sur les parquets, la neige ou la pelouse. Il y en a plein notre page des sports, comme chaque dimanche. Page des sports emmenée ce soir par Grégory Lespinasse. En avant pour le programme, Grégory. Et les vacances sont là, mais pas pour tout le monde. On prendra des nouvelles des Bleus en ski alpin à l'autre bout du monde. Et puis notre désormais traditionnelle revue du web avec aujourd'hui encore plus de glisse. Et oui, c'est l'hiver. Et enfin, un gros plan sur le nouvel entraîneur du GF38, arrivé l'été dernier au club avec une mission, faire monter l'équipe qui végète dans l'antichambre du football professionnel depuis maintenant 4 saisons. Mais avant tout cela, un peu de rouge dans ce journal des Alpes, le rouge de l'amour et de la Saint-Valentin. Vous l'avez bien sûr dit, je t'aime toute l'année à votre chérie et un peu plus aujourd'hui encore, parce que c'est le 14 février, un rendez-vous qui crée une certaine effervescence dans les cuisines des restaurants. Illustration dans celle des terrasses d'Uriage-les-Bains en Isère, doublement étoilée, avec ce reportage de Xavier Schmitt et Joël Serroni. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Je vous donne le menu du jour. Le chef Christophe Haribert vient en personne accueillir ses clients. Il leur réserve d'exquises surprises pour la Saint-Valentin. Ce jour-là, le repas se doit d'être d'autant plus inoubliable. Le restaurant, 2 étoiles au Michelin, 40 couverts, affiche complet pour la fête de l'amour. Le moment de convivialité, de se retrouver, de couper avec la routine et de s'accorder un petit moment entre amoureux. On a laissé les enfants à la maison et puis on se retrouve tous les deux avec le plaisir de la table. On a un nouveau couple, donc on essaye quand même dès à présent de mettre en place toutes les Saint-Valentin, bien sûr, de s'accorder un moment entre amoureux. Et on peut y aller quand tu veux, et on séquence. Tu termines tout et tu glaces. Saint-Jacques-Cru, chou-fleur et amandes. Après le prélude des amuse-bouches, le chef orchestre la symphonie gourmande. Cette plat qui révèle une cuisine inventive, mais fidèle aux saveurs du terroir du Dauphiné. Découverte gustative et sensorielle. C'est très important de déclencher justement de la subtilité au niveau des papilles, au niveau de la dégustation. Voilà, provoquer des émotions, provoquer de l'amour, c'est un jour tellement important. Et comme vous l'avez pu le voir en salle, on n'a que des x2 à midi, on n'a que des couples très amoureux. Donc voilà, si on peut provoquer ça, des émotions pour qu'ils se sentent bien, qu'ils soient bien, c'est génial. Bouquet final au dessert avec pommes de 10 heures, caramel noix et clémentine. Sans oublier le petit cadeau à emporter, des cœurs en chocolat parfumés d'une brume d'or. Et tant pis si après le festin, les amoureux se retrouvent sous un parapluie. Saint-Valentin pluvieuse, Saint-Valentin heureuse. Allez, après la poésie, tout autre chose. À présent, après l'arrivée massive des touristes hier dans notre région, on s'intéresse à ceux malchanceux qui rentrent chez eux, mais par le biais d'un avion des neiges. Une opération qui permet de rapatrier de Grenoble à Bruxelles les skieurs belges accidentés. Explication dans ce reportage d'Emmanuel Thierry et Jordan Guéant. L'endroit ressemble à une salle d'attente d'hôpital. Pourtant, nous sommes bien à l'aéroport de Grenoble. 11 familles attendent ici leur avion pour rentrer à Bruxelles. Pour ces Belges, c'est la fin des vacances qui se sont terminées par une chute. J'ai les ligaments déchirés, ligaments croisés, ligaments latéral. Je suis tombée à ski. À ski, c'est beaucoup dit parce que c'est en sortant du télésiège on s'est bousculé avec une autre personne. J'ai pas l'impression que les gens ont mal pour l'instant, donc ça va. Ce n'est pas une ambiance dramatique, au contraire. Jambes cassées, bras en écharpe, ces victimes de la neige ne souffrent pas de blessures trop sérieuses. L'objectif de l'opération, ça n'est pas un rapatriement d'urgence, mais c'est de permettre aux familles de faire ensemble le voyage retour. J'ai fait le drapeau de la Belgique, sauf qu'on ne voit pas le noir. Là, il y a un petit smiley, là, il y a mon nom. C'est cool d'avoir la jambe dans le plâtre, en fait. Oui, un peu, parce que ça fait quand même très mal. Et là, tu vas rentrer en avion, t'es content? Oui, sauf que ça fait un peu peur, parce que j'ai peur que l'avion se crache.
Depuis 1978, Europe Assistance affrète un avion spécialement pour ses assurés belges. Cette année, ils sont 30% moins nombreux qu'en 2015, à cause des conditions d'enneigement qui ont découragé certains touristes, mais pas seulement. On a aussi une accidentologie qui est moins grave par rapport aux autres années. On peut dire tant mieux pour les accidentés. Est-ce que les Belges skient mieux, vous pensez? Certainement. Je pense, oui. Ils sont prudents. Le skieur belge est un skieur très prudent et je pense respectueux de la réglementation et des règles élémentaires de sécurité par rapport au port du casque, surtout pour les enfants. Un Airbus A320 pour à peine une cinquantaine de personnes, ça laisse bien la place pour étaler ses jambes. À bord, 2 médecins et 2 infirmiers sont au service des blessés. Et malgré une bonne heure de retard, l'avion et ses passagers éclopés ont décollé sans encombre depuis les Alpes à destination du plat pays. Et attention, les avalanches menacent toujours dans les Alpes du Nord. Le risque était encore élevé aujourd'hui, de niveau 4 sur une échelle de 5. Il s'abaisse demain, mais restera néanmoins marqué au-dessus de 1500 à 2000 mètres selon les massifs. Prudence et vigilance sont donc toujours de rigueur. Et puis, sur les pistes de ski, aujourd'hui, les services de secours ont été particulièrement sollicités pour des accidents traumatiques. C'était le cas, par exemple, du PGHM de Chamonix. Être prudent et surtout bien se préparer avant de chausser ses skis, les maîtres mots d'une campagne de prévention portée par Marie Martineau, vice-championne olympique de halfpipe et choisie par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour que la montagne reste un plaisir. Des vidéos et un article complet à découvrir, vous le voyez sur notre site internet alpes.france3.fr. Dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, comme ailleurs en France, la crise laitière met à mal de plus en plus d'éleveurs, y compris ceux qui ont fait le choix d'adhérer à des filières de qualité, comme par exemple l'indication géographique protégée pour le Saint-Marcellin. Illustration dans la Drôme avec ce reportage d'Hugo Chaplon et Stéphane Yvon. C'est un geste qu'il répète 2 fois par jour, depuis 40 ans. Éric Juvin est un éleveur passionné. Son exploitation compte 70 vaches laitières et sa fierté, c'est de vendre son lait pour la production de Saint-Marcellin. Une indication géographique protégée censée lui apporter un supplément de revenus. Mais aujourd'hui, cette orientation ne suffit plus. On s'en sort pas mieux parce qu'on a un prix de revient toujours plus élevé. Si vous faites un lait plus riche, il y a la génétique mais il y a l'alimentation. Et donc il nous faut des fourrages plus riches, c'est un tout. Et on a un prix de revient qui est légèrement plus élevé que les Bretons. Alors après, il n'y a pas 10 centimes d'écart, mais 4-5 centimes, quoi. Des coûts de production plus élevés pour respecter un cahier des charges contraignant. Si aujourd'hui l'éleveur arrive à équilibrer ses comptes, il s'inquiète de l'évolution des cours du lait. Son fils doit normalement prendre la relève, mais ce dernier commence à douter. Dans un système qui est plus tenable, faut savoir aussi s'arrêter et ça fera mal au cœur, mais si un jour il faut arrêter, je préfère arrêter qu'aller me pendre, quoi. Donc très clairement, ça sera ça. On ira faire autre chose, même si la conjoncture actuelle dans l'emploi n'est pas top, mais on trouvera quelque chose d'autre à faire. La Chambre d'agriculture de la Drôme a pourtant poussé certains éleveurs à rentrer dans une démarche de qualité, type bio ou AOP. Mais aujourd'hui, le contexte national les rattrape. La filière d'excellence n'est plus suffisante quand on tombe à des prix aussi bas que ça dans des produits conventionnels. Donc ça sert d'amortisseur, ça fait un peu, ça nous permet, nous, dans notre département, de tenir légèrement mieux, mais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, il faut absolument que le prix de base remonte, dans le but qu'on puisse retrouver cette valeur ajoutée de ces produits de qualité. Des produits du terroir qui pourraient être menacés par la crise laitière. Les éleveurs réclament aujourd'hui une augmentation de 10 centimes par litre de lait pour s'en sortir. 19h passées de 7 minutes, il est temps d'ouvrir comme chaque dimanche soir la page des sports de ce journal. Et cette semaine, c'est Grégory Lespinasse qui la pilote. Et ça commence, Grégory, avec du handball et Chambéry qui ne réitère pas cette année son exploit face au PSG. Et oui, cette année, le PSG est décidément trop fort en foot comme en hand. 25-30, c'est le résultat de la rencontre entre Chambéry et Paris en clôture de la 15e journée de D1. Après une première période équilibrée, 15-15 à la mi-temps, Chambéry a été bousculé par le leader du championnat. Dans un phare à guichet fermé, les coéquipiers de Timothée Nguessan n'ont pas résisté à la suprématie parisienne.
Le club savoyard pointe ce soir à la 8e place du classement. Allez, puis du parquet, on passe aux pistes de ski maintenant. Et la Coupe du Monde de ski alpin poursuit son petit bonhomme de chemin. Elle faisait escale ce week-end de l'autre côté, à l'autre bout du monde, au Japon, avec un doublé français dans le géant hier, le premier depuis 1971. Le résumé du week-end par Florine Heba. On n'avait pas vu ça depuis 45 ans. 2 Français sur les 2 premières marches du podium en géant. C'était ce week-end sur l'île d'Honshu au Japon. D'abord, coup de chapeau au skieur d'Isola Mathieu Fèvre qui a signé avec brio son tout premier podium au niveau mondial. Juste derrière l'étincelant Alexis Pinturo ici à l'image. Le King de Courchevel s'est offert la victoire dans la seconde manche. À seulement 24 ans, il a décroché son 11e succès en Coupe du Monde. Devant Mathieu Fèvre, sans doute. Ouais, c'est bon. Ouais, ils sont là. Ouais, ils sont là, les French. Ouais, ils sont là. Toujours au Japon, en slalom la nuit dernière, pas de tribune pour le premier des Français, Julien Liseroux. 10e au classement, le skieur de la Plagne n'a pas eu à rougir de sa performance. Il a engrangé des points alors qu'Alexis Pinturo, fort de sa démonstration de la veille, n'a rien récolté dans ce spécial. À peine parti, il a été disqualifié pour faute. Avis aux connaisseurs, il a enfourché dans la seconde manche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a enfourché? Et il devait y avoir aussi un grand week-end de ski à Crans-Montana en Suisse pour les dames. Hier, la descente a été reportée à cause de trop fortes chutes de neige. Aujourd'hui, même topo, report et puis finalement, annulation. Un slalom est encore programmé demain, lundi. Week-end de ski cross également à Idrefjäll, c'est pas facile à dire, hein, c'est en Suède. Après une place au pied du podium hier, la Française Alizé Baron a terminé 3e aujourd'hui. La skieuse des Hautes-Alpes pointe désormais à la 3e place du classement de la Coupe du Monde de ski cross. Mauvais week-end en revanche pour les garçons français. Pas de podium, mais Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique de la discipline à Sochi en 2014, conserve, lui, la tête de ce classement de la Coupe du Monde de ski cross. Voilà, et puis du ski et des acrobaties, il y en a aussi dans la revue du web de la semaine, Grégory. Et comme chaque semaine, c'est l'heure de parcourir le monde du sport en vidéo. C'est l'hiver, alors forcément, ça parle de glisse. Hein. Tout ce qu'on a déniché pour vous sur Internet, c'est tout de suite. Comment faire pour ne pas rater le dernier jour des soldes au village? À La Grave, où le ski libre est une religion, le rider freestyle Dylan Flory n'y va pas par 4 chemins. Ben oui quoi, quand on est skieur, on ne va pas s'embêter à marcher non plus. Pas question de routine, et ça tombe bien, c'est justement le nom de cette nouvelle web-série intitulée Nos routines. Loin des canons à neige et des remontées mécaniques, petite descente comme ça dans les rues de La Grave, et même si l'asphalte n'est pas toujours saupoudré, ça ne manque pas d'audace. Ah ben tiens, ça devient même contagieux de skier dans les rues. On n'est plus dans un village, non, on se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, sur le bitume new-yorkais. Si l'hiver n'a toujours pas vraiment commencé chez nous, nos amis américains, eux, croulent sous les flocons. Et la police interdit la circulation dans les rues. Mais pas pour Kaise Nesta, le journaliste, producteur, réalisateur touche-à-tout, qui ne fait rien comme tout le monde, a décidé de se rendre au bureau en snowboard. Pas d'excès de vitesse, mais un petit rappel à l'ordre pour finir de la maréchaussée. Retour dans les Alpes, à La Plagne. Cet homme-là est un extraterrestre de la famille des Ogni, les objets glissants non identifiés. Le Savoyard Jean-Yves Blondeau, déjà connu pour ses 32 roues en ligne, teste là une armure révolutionnaire pour rester connecté à la piste, et ce, dans toutes les positions. Amis vacanciers qui arrivez dans nos belles stations, si vous le croisez, ne fuyez pas, cet homme est venu en paix. On le sait, quand on est en montagne, trouver du réseau pour son portable peut s'avérer être un véritable casse-tête. Pour rester connecté au monde moderne, le skieur suisse Nicolas Vuignier a lui trouvé la solution. Le freerider fait tournoyer son iPhone 6 au bout d'un lasso, en mode vidéo bien sûr.
Trêve de plaisanterie, un petit film en apesanteur, une vidéo légère qui virevolte, mais avec un gros travail de préparation. Et nous demandez pas comment il a fait. Nous, on n'a pas trouvé. Fin de la connexion, les amoureux, lâchez donc vos claviers et à plus tard. Allez, retour côté français, Grégory, avec une discipline dont on parle moins, mais qui a fait déplacer les foules ce week-end en Isère, le tennis. Et oui, le Mélan Tennis est moins connu. C'est l'un des plus gros clubs de l'agglomération grenobloise. Fort de ses 500 adhérents, il organisait ce week-end les finales de son Open, un tournoi de niveau national. Reportage Jordan Guéant et Florine Heba. Les apparences sont parfois trompeuses. Mélan, ce n'est pas Wimbledon. Pourtant ici, les 4 finalistes sont tous tennismen professionnels. Si on joue bien dans ce genre de tournoi, ça permet de mieux vivre du tennis que si on est sur le circuit mondial, entre la 200e et 500e place ATP. J'ai tenté le circuit ATP il y a 2 ans, j'ai tenté pendant une année et puis c'était hyper dur financièrement de m'en sortir. Et c'est pour ça que maintenant je reste que sur le circuit français parce qu'on n'a quasiment aucune dépense. Et on gagne mieux que sur le circuit secondaire ATP. Avec 400 € de dotation au vainqueur, l'Open de Mélan est un tournoi intermédiaire. Des rendez-vous comme celui-ci, Nicolas et Anso en disputent une trentaine par an. De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards ou épargner en vue des grands rendez-vous à l'étranger. Quand je suis en forme, on va dire moyenne, j'essaye de venir trouver des tournois français agréables par l'accueil des gens et également qui ait quelque chose à gagner financièrement pour pouvoir les placer à l'extérieur. Faire vivre des tennismen professionnels et faire découvrir le haut niveau à ses 500 adhérents, pour le club, une double réussite. L'intérêt pour nous d'organiser ce tournoi, c'est aussi parce qu'il n'y a pas que, là vous voyez les 4 meilleurs, mais on a eu 380 inscrits depuis 3 semaines. Et ça permet à tous les joueurs de tennis de l'agglo de pouvoir jouer pendant la période hivernale où il n'y a pas beaucoup de tournois. En finale, Nicolas s'est incliné face à Anso, défaite également pour Anaïs, mais pas de quoi contrarier leurs aventures dans le top 100 français. Et des terrains de tennis, on passe à la pelouse du GF38 maintenant, Grégory. Et gros plan sur le GF38, oui, changement de poule l'été dernier, changement d'entraîneur, renouvellement de l'effectif. Le club grenoblois vit sa quatrième saison en CFA et ça commence à faire trop long pour une équipe qu'on dit plus taillée pour la Ligue 2 que pour le CFA justement. Le club a donc misé sur un homme expérimenté, Jean-Louis Garcia, l'ancien entraîneur de Lens ou d'Angers, a une mission, monter en national. Le reportage de Fred Catelin, Fred Lefrançois et Philippe Caillat. On commence l'échauffement avec Mathieu, les gars. Hein, donc dans la concentration, dans la rigueur. Concentration et rigueur, les mots-clés de la méthode Garcia. Pour l'entraîneur du GF38, ce sont des valeurs et pas des éléments de langage. C'est une conviction, une philosophie appliquée au quotidien, sur le terrain. Concentration et rigueur tout le temps, à chaque instant, même à l'échauffement. Ouais, deux fois à droite, deux fois à gauche. Bien à gauche. Là, vers le pied. Voilà, là, vers le pied. Voilà. Tu lui envoies au niveau de la ceinture. Comment veux-tu qu'il travaille? Je veux que les joueurs aient vraiment pour objectif d'être les meilleurs et de progresser constamment. Donc à partir de là, on essaie d'être très exigeant et notamment sur la qualité technique. Jean-Louis Garcia est arrivé dans les Alpes avec une mission, sortir le GF38 du CFA. Une obligation, un objectif immédiat. Mais derrière le court terme, il y a déjà une vision, une projection vers un futur qui rappellerait un glorieux passé. Préparer l'avenir, c'est avoir peut-être une marge, une progression qui nous permettrait éventuellement, dès l'année prochaine, d'être opérationnel et ambitieux à un niveau supérieur. À ces heures perdues, et elles sont rares, Jean-Louis Garcia oublie le club pour mieux se concentrer sur son club. Le risque, c'est que mes joueurs me chantent, moi, après ça. Un bon swing, une petite balle blanche et basta, le ballon rond. Il faut s'accorder un moment où on lâche prise un peu par rapport à l'équipe, par rapport au foot, par rapport aux résultats.
Donc c'est vrai que le golf et le sport en général, mais le golf en particulier, est un très bon moyen pour ça. C'est donc sur la douceur des greens que le coach évacue le stress et la pression des pelouses. Une bouffée d'oxygène hebdomadaire pour mieux repartir vers les sommets, vers l'accession au national. Bien joué, Bruce! Ça s'annonce bien, le GF38 est en tête de sa poule dans un championnat où son statut ne lui facilite pas la tâche. À chaque match, on est attendu, c'est un peu le match de la saison pour les équipes qui nous rencontrent. Les médias locaux souvent font des comparaisons incroyables, style on est le PSG du CFA, donc c'est très motivant pour nos adversaires de jouer contre nous. En signant à Grenoble, Jean-Louis Garcia avait déclaré qu'il avait l'impression d'arriver dans un club de Ligue 2 qui évolue en CFA. On espère que ce sera bientôt un club de Ligue 2 en national, avant de viser encore plus haut. Et pour être complet, sachez que le GF38 s'est imposé hier au Stade des Alpes 2-0 contre l'US Sarre-Union. Le GF38 est premier au classement de sa poule avec 8 points d'avance sur le second. Et on termine, Grégory, comme à chaque fois, avec l'affiche de la semaine. Et si je vous parle de cassure et du goulet, Marie, vous pensez à quoi ? Pas grand-chose. À la piste verte des Ouches, bien sûr, la piste légendaire du massif du Mont-Blanc. Une piste qui n'a de verte que son nom d'ailleurs et qui accueille vendredi et samedi prochain les meilleurs skieurs du monde pour une épreuve de Coupe du Monde de combiné et une de descente. Et vous savez pourquoi on l'appelle la verte ? Eh bien parce qu'elle est bordée de sapins et constamment gelée. Ça donne des reflets verts. Ça donne pas envie. Merci beaucoup Grégory et à très bientôt. Cette aventure à présent à laquelle s'apprêtent à participer deux jeunes Isérois, Morgane et Raphaël. Demain matin, ils s'élanceront de Grenoble au volant d'une voiture mythique, la 4L, direction le Maroc, pour relever les défis du fameux 4L Trophy. Jean-Christophe Pain et Yves-Marie Glo. Tu vas pas faire ça, attends, tu vas pas faire ça! Si, il l'a fait. À bord de sa 4L F4 de 1984, Raphaël ne craint aucun obstacle. Depuis un an, il passe tous ses week-ends, toutes ses soirées à la bichonnée. Il y a la petite partie qui se relève. On dort sur le plancher, on a un matelas gonflable. On enlève les deux appuis-têtes et j'ai une petite planche que je rajoute. C'est pas du 3 étoiles, mais aucune place n'est perdue. Tout fait maison. Le petit 845 cm3 de la 4L, c'est impressionnant. Comme c'est robuste, on va dire. J'ai enlevé carrément la carrosserie, refait le châssis entièrement. Donc voilà, après pour l'intérieur, c'est simple, on a fait des petites modifications, on a mis des sièges d'R5 GTL, c'est des semi-baquets avec l'appui-tête. Pas inutile pour rouler 6000 km en 10 jours. Du coup, on a fait une caisse avec tout ce qui est du coup, vêtements et premières nécessités, pharmacie. Après, il y a une caisse sur tout ce qui est duvet et couchage, donc les couvertures et tout. Ensuite, du coup, on a 3 caisses de nourriture. Alors, est-ce que ça ferme? Le test. Le test. Réussi. C'est convivial, hein, le trophy, hein, faut pas oublier. Hein, c'est l'entraide, la solidarité. C'est ça, voilà. Raphaël est coursier de métier, mécano de formation. Pour son deuxième 4L Trophy, il embarque Morgane avec lui. Elle vient tout juste de décrocher son permis. C'est le côté humanitaire qui emballe vachement. Après, il y a le côté du coup aussi convivial parce qu'on se retrouve tous plein de jeunes comme ça pour vivre un truc en commun et donc du coup une idéologie commune. Et puis le côté découverte. Demain, vers 10h, Morgane et Raphaël s'élanceront de Saint-Martin-d'Air avec 6 autres équipages de l'Isère. Voilà, bonne chance à eux. C'est la fin de ce Journal des Alpes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet alpes.france3.fr. Demain midi, c'est Daniel Despins.